Bonjour à tous. Je pense que tout le monde est là, on va pouvoir commencer. Merci de nous accorder un petit temps d'attention. On souhaitait revenir aujourd'hui sur le sujet de la sécurité maritime dans les parcs éoliens en mer. Je vous propose dans un premier temps qu'on se présente tous les deux. Donc moi je m'appelle Mathieu Turpot, je suis chef de projet sécurité maritime chez EDF Renouvelable depuis un petit peu plus de 2 ans. Je travaille toujours sur le parc éolien en mer de Saint-Nazaire, qui, comme vous le savez, est le premier parc français à être entré en exploitation. Je travaille également sur le projet pilote de Provence Grand Large, qui est le premier parc flottant, ou en tout cas c'est le premier parc pilote flottant installé sur les côtes métropolitaines. Et je travaille également sur les appels d'offres en cours sur les façades atlantiques et méditerranéennes. Et je vais laisser la parole à Charlotte Le Goff qui va se présenter à son tour. Donc Charlotte Le Goff, en charge de la sécurité maritime sur la façade Manchès-Mer du Nord. Donc pour les projets de Fécamp qui vient d'entrer en exploitation, Courseulles, enfin du Calvados, Dunkerque, Manche-Normandie et l'appel d'offres numéro 8. Donc pour commencer, EDF Renouvelable, donc c'est le leader de l'éolien en mer en France et un acteur majeur en Europe. On a au total 20 gigawatts, donc, soit en service, en construction ou en développement, avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine. Et donc voici où sont localisés nos projets à travers le monde, donc la majorité en France et au Royaume-Uni, et ainsi qu'un projet en développement aux États-Unis, à Taïwan, et un projet en exploitation en Chine. Voilà, donc avant d'entrer dans le cœur du sujet de la sécurité maritime, je pense qu'il est nécessaire de faire une petite pause sur les aspects responsabilité et juridiques, savoir finalement qui est responsable de quoi, à quel endroit et sur quel fondement. Donc en mer, on a une particularité, c'est qu'on n'est pas à terre. On pourrait considérer qu'un parc éolien en mer, c'est un périmètre, c'est une emprise. C'est pas le cas. On est implanté sur le domaine public maritime qui est en mer et comme vous le savez, la colonne d'eau, en tout cas à partir du moment où on s'éloigne un petit peu des côtes, on tombe sous le domaine de responsabilité du préfet maritime et les parcs éoliens en mer n'échappent pas à ces règles. Et même si nous sommes titulaires d'autorisations qui nous permettent d'exploiter la ressource en vent et d'installer des structures sur le fond de la mer et sur le domaine public maritime, le préfet maritime restera responsable de ses missions dans les parcs éoliens en mer. Et donc parmi ces missions, on retrouve la mission de sauvetage, la sécurité maritime, la sûreté. Et donc va se poser la question de savoir à partir de quel moment un exploitant de parc éolien en mer il va être responsable de la sûreté, à quel moment c'est le préfet maritime qui récupère ses prérogatives. Et donc finalement la réponse c'est que l'exploitant du parc éolien en mer va être responsable de la sûreté et de la sécurité de ses installations, de ses opérations, de ses travailleurs, de ses navires. Et dès qu'on rebascule sur le plan d'eau, c'est le préfet maritime qui va retrouver l'ensemble de ses prérogatives et qui sera responsable de façon pleine et entière de toutes ses responsabilités. Petit élément additionnel à apporter à ça. Aujourd'hui, tous les parcs qui sont en construction ou qui sont mis en exploitation en France l'ont été en mer territoriale, qui est un espace sur lequel la juridiction de l'État français s'exerce de façon pleine et entière. Demain, avec l'installation de parcs en zone économique exclusive, se pose la question de comment l'État pourra réglementer, à quelle distance des structures et selon quelle modalité. Donc on est en pleine réflexion là-dessus et l'administration travaille également sur ces aspects-là, sachant que le premier qui sera concerné, c'est l'appel d'offres numéro 4, Centre Manche 1, que EDF Renouvelable a remporté il n'y a pas très longtemps et qui sera mis en construction en 2028. Donc voilà pour ces petits éléments de cadrage. S'il faut retenir une chose, c'est que l'exploitant d'un parc, il est responsable de ses installations, de ses opérations, de ses travailleurs et de ses navires. Et que dès qu'on s'intéresse à ce qui se passe sur l'eau, les activités tiers ou le reste du plan d'eau, ça retombera dans le domaine de responsabilité du préfet maritime. Et donc
pour assurer la sécurité maritime au sein de chacun de nos parcs. Donc il y a ce qui s'appelle le centre de coordination maritime, donc qui est implanté à Ouistreham pour le parc du Calvados, Fécamp pour le parc de Fécamp et La Turballe pour Saint-Nazaire. Donc c'est un centre qui est ouvert en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en phase construction et uniquement lorsqu'il y a des opérations en phase d'exploitation. Donc les coordinateurs maritimes doivent s'occuper de la gestion des accès du site, donc contrôler que tous les techniciens ont toutes les habilitations requises et les formations pour accéder au site et contrôler aussi la conformité des navires. Ils opèrent ensuite une surveillance du parc, donc c'est le contrôle des navires et des techniciens de maintenance en permanence, une veille des différents canaux de communication et donc aussi le suivi de l'ensemble des alarmes qui sont dans le parc et sur nos structures. C'est aussi l'interface privilégiée du CROSS en cas d'événements en mer dans le parc éolien. Donc il se met en relation ou à disposition du CROSS lorsqu'il y a des opérations de secours dans un parc éolien. Et donc ils ont aussi la gestion et le contrôle des éoliennes, donc le suivi, la gestion des alarmes et l'arrêt des machines en cas d'événement dans le parc. Donc là ici l'exemple de Fécamp qui recense l'ensemble des équipements que nous avons dans le parc en matière de sécurité maritime. Donc 2 AIS Aeteon pour baliser le parc, donc sur l'éolienne la plus au nord et celle au sud-ouest. 2 radars de surveillance maritime, donc un sur le poste électrique et un sur la fondation E02. Donc, et l'ensemble du flux des données radars est réinjecté directement dans le réseau Spationav qui est disponible dans les sémaphores. Et ensuite, on a également une station VHF déportée donc, au nord-ouest du parc. Et donc une caméra PTZ sur le toit du poste électrique, donc, qui permet d'avoir une vision de jour et de nuit, et avec un très bon zoom, et dont le contrôle est donné au CROSS, donc au CROSS Greené pour Fécamp, pour les aider dans leurs opérations de sauvetage, si besoin, au sein du parc. Et donc également un balisage maritime, donc pour les structures périphériques significatives, donc une portée de 5 nautiques et 2 nautiques pour les éoliennes intermédiaires, avec la particularité sur Fécamp que l'éolienne J01 a une portée de 14 nautiques pour couvrir le phare d'Antifer. Et donc, comme évoqué, donc 2 radars, que ce soit pour le parc de Fécamp, du Calvados ou Saint-Nazaire. Donc, ce sont des radars de compensation pour compenser l'impact des éoliennes sur les radars côtiers de la Marine nationale. Et donc, c'est l'opérateur, donc c'est nous qui installons et qui maintenons les radars. Et donc voilà, le balisage maritime évoqué tout à l'heure, donc uniquement de nuit sur certaines éoliennes. Et donc le balisage aérien qui est à feu à éclat blanc de jour et rouge de nuit. Donc finalement, ce que disait Charlotte, c'est qu'on a tout un tas de dispositifs qui nous permettent d'assurer la sécurité dans l'enceinte du parc, mais ce sont également des moyens qu'on va mettre à disposition des services de l'État comme le CROSS ou la préfecture maritime, qui leur permettent d'assurer à la fois la sécurité des tiers qui peuvent transiter dans le parc, mais à la fois la sécurité de nos travailleurs. Nos travailleurs, nous, c'est comme vous pouvez comme tout le monde l'identifie bien, travailler en mer, c'est un environnement qui n'est pas facile et qui présente un niveau de risque assez important. Donc la sécurité de nos travailleurs, c'est un point de vigilance auquel on prête beaucoup d'attention, que ce soit chez EDF Renouvelables ou chez tous nos partenaires de l'industrie. Et la sécurité des personnes, ça va intervenir à plusieurs stades. Le premier, c'est que quelle que soit l'activité qui sera exercée en mer, on va dans un premier temps analyser les risques qui sont induits par l'opération. Donc là, on a des processus d'analyse qui sont très poussés, et avant le début de chaque opération, on s'assurera
que tous les risques sont identifiés et qu'on mettra en place des mesures de prévention qui sont suffisamment dimensionnées pour qu'on ait un niveau de risque résiduel acceptable. Sinon, tant qu'on n'a pas un niveau de risque résiduel acceptable du point de vue de nos requis HSE, on ne lancera pas l'opération. Concrètement, ça se manifestera par le fait que, par exemple, les opérations de plongée seront vraiment utilisées en dernier recours. On privilégiera systématiquement l'utilisation de ROV, donc de robots sous-marins, et l'intervention de plongeurs humains ne se fera que si c'est vraiment la seule solution envisageable. Pour prévenir ces risques, on met en place également plusieurs mesures. On a un niveau de formation dans le secteur qui est plutôt élevé, de par rôle des SMUR maritimes notamment. Nos techniciens sont très bien formés et ça se comprend vu l'exigence du milieu et vu les opérations qu'on met en place ou qu'on mène sur les éoliennes. Donc il y a un standard dans l'industrie qui s'appelle le GWO, qui aujourd'hui le standard c'est le Basic Safety Training, qui pourrait éventuellement être complété par plusieurs modules. Vous avez les acronymes là. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site du GWO, il y a des descriptifs très complets. Mais tout ça pour vous dire qu'on fasse des transferts de personnel par navire, par hélico, du travail en hauteur ou toute autre opération dans le secteur de l'éolien offshore, on a des formations qui sont adaptées et qui permettent de prévenir et de réduire au maximum le niveau de risque. On s'assure également, et ça fait partie de nos requis HSE, que tous nos techniciens sont à jour de leurs visites médicales. On les envoie passer des visites médicales qui sont adaptées à leurs conditions de travail. On met également en place, alors bien sûr ils sont équipés, ils ont les EPI traditionnels avec leur casque, leur harnais, leur gilet de sauvetage, éventuellement des combinaisons de survie si la température de l'eau est en dessous d'une certaine température. Et en parallèle, on met en place des conditions limites d'opérabilité. Par exemple, dès qu'on dépasse 1,50 m de hauteur significative de vague, on va interdire toute opération de transfert de personnel par CTV, par navire de transfert. Donc tous ces éléments mis ensemble permettent finalement d'arriver à un niveau de risque résiduel qui nous semble acceptable. Et alors si on étudie l'accidentologie des parcs éoliens en mer, on n'arrive pas à un niveau zéro, et c'est pour ça qu'on se prépare également à la gestion d'incidents. On a tout un tas de socles documentaires de planification et de gestion des incidents et des accidents, et voire des crises. Comme on le disait tout à l'heure en introduction, on est dans un environnement qui est partagé avec les services de l'État. Et donc cette réponse aux incidents, accidents, aux crises, elle doit se faire de façon coordonnée. Donc on trouve notamment un document qui est assez important qui s'appelle le plan d'intervention maritime. Et ce document, je dois ça sur la slide juste après. Voilà, il vient cadrer les réponses opérationnelles coordonnées entre les exploitants de parcs éoliens en mer et les services de l'État. Typiquement, on a la chance de bénéficier sur les parcs éoliens en mer du dispositif d'aide médicale en mer qui initialement était réservé aux marins. Il y a les systèmes de MAS, de TIMAS que vous connaissez peut-être. Aujourd'hui, un technicien qui est déployé sur une éolienne, il bénéficie du centre de consultation médicale maritime qui est à Purpan à Toulouse. Concrètement, il appelle un médecin du CHU à Toulouse qui va poser un diagnostic, et c'est le CROSS qui organisera, si nécessaire, l'évacuation médicalisée d'un technicien blessé. Ce document, alors je ne vais pas entrer dans le détail non plus, mais il est rédigé de façon assez pragmatique. On va décrire les activités pour ensuite analyser les risques, identifier les scénarios à forte probabilité d'occurrence ou à fort niveau de gravité. Et ensuite, on va apporter une réponse opérationnelle à ces incidents ou accidents. Je reviens à la slide précédente, parce qu'un élément sur lequel on est passé un petit peu rapidement, on organise régulièrement des exercices. Là, vous le voyez, c'est un exercice d'évacuation médicalisée sur une nacelle d'élitreuillage, une plateforme d'élitreuillage sur une éolienne. C'est un environnement qui est nouveau pour les personnels des SMUR maritimes qui ont l'habitude d'intervenir sur des navires. Et donc, comme tout nouvel environnement, ça nécessite beaucoup de préparation, d'entraînement pour que le jour où on est confronté à une situation réelle, tout se passe bien, ou en tout cas, tout se passe dans les meilleures situations possibles. Donc, on essaye d'organiser le plus souvent possible des exercices qui peuvent être à la fois de gestion de crise, mais surtout des exercices terrain comme cela, qui font intervenir des services de l'État, mais pas forcément uniquement, qui permettent à tout le monde de se familiariser avec ce nouvel environnement, en France en tout cas.
Et donc pour revenir également là sur un élément qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure, je vous ai dit en introduction que des navires pouvaient transiter dans le parc sans être des navires opérant pour le compte de l'exploitant du parc éolien en mer. Ça, c'est une volonté française qui est affichée depuis le début, depuis les prémices des projets. L'objectif, c'est d'installer des éoliennes en mer, mais à la fois de permettre, dès que la construction est terminée, un retour des activités dans la zone. Ce processus d'autorisation de navigation ou des activités, il répond là aussi à une logique d'analyse de risque, parce que l'idée, c'est pas de mettre tout le monde en danger au milieu des éoliennes, c'est d'estimer le niveau de risque et de mettre en place des mesures qui permettent l'activité ou la navigation dans de bonnes conditions. Pour arriver au résultat final, qui est une réglementation qui prend la forme d'un arrêté du préfet maritime, on va passer par tout un processus de concertation qui prend la forme de commissions nautiques locales ou de grandes commissions nautiques, voire de groupes de travail avec les différents usagers de la mer. Et tout ce travail séquencé permet d'aboutir à des règles. Alors on va trouver un socle commun de règles qui sera commun à tous les projets, à tous les parcs. L'autorisation de la navigation pour les navires de moins de 25 mètres avec une vitesse limitée à 12 nœuds par exemple. Et après, en fonction des spécificités locales, les préfets maritimes pourront décider d'aménager en fonction vraiment des spécificités de l'architecture ou des risques inhérents à chaque projet. Typiquement, sur le parc éolien en mer de Saint-Nazaire, on a une obligation d'emport d'AIS uniquement quand les conditions météo sont défavorables à la navigation, de nuit ou par manque de visibilité. À Fécamp, c'est différent. On a une proximité avec le DST, avec le rail en Manche. Et donc là, l'AIS sera obligatoire en permanence, et pour tout le monde et en permanence. Donc voilà, vraiment un travail de concertation, d'analyse des risques qui permet d'aboutir à une réglementation raisonnée et qui prend en compte les spécificités de chaque parc. Je crois qu'on arrive au bout de notre support. Voilà. Je pense qu'on a le temps de prendre quelques questions, si vous en avez toutefois. Et s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Super. Eh ben, merci beaucoup à tous, et puis bonne fin de journée. Thank you.